Quand l'avocat m'a convoquée dans son cabinet, je pensais qu'il s'agissait de paperasse supplémentaire concernant le testament de mon grand-père. Jamais je n'aurais imaginé en sortir avec la nouvelle d'un héritage de 5,8 millions d'euros. Assise là, tandis que les zéros du chèque se brouillaient devant mes yeux, une centaine d'émotions contradictoires s'emmêlèrent dans ma poitrine. Le soulagement, l'incrédulité et la crainte grandissante de voir comment cette fortune pourrait changer ma vie et comment les gens me percevraient différemment. Le cabinet Dubois & Associés était situé en plein centre de Bordeaux, dans l'un de ces immeubles anciens, au plafond haut et aux moulures qui semblaient sortis d'une autre époque. Maître Dubois, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes à monture fine et des cheveux grisonnants parfaitement coiffés, m'avait reçu avec une formalité que je comprenais maintenant. On n'a pas tous les jours l'occasion d'annoncer une telle nouvelle. « Madame Camille » m'avait-il dit d'une voix posée. « Votre grand-père, Monsieur François Lambert, a laissé des instructions très claires concernant son patrimoine. Il a ensuite sorti des documents d'une chemise en cuir marron. Vous êtes l'unique bénéficiaire de ces biens, qui incluent des propriétés sur la côte, des actions dans plusieurs entreprises et des fonds d'investissement, en plus d'une somme considérable en liquide. Au total, environ 5,8 millions d'euros. J'en ai eu le souffle coupé. Mon papy François, comme je l'appelais affectueusement, avait toujours vécu modestement dans son appartement du quartier des Chartrons. Il ne s'était jamais vanté de sa richesse et ne m'avait jamais laissé penser qu'il possédait autant d'argent. Il avait été professeur de littérature à l'université pendant des décennies, et même si je savais qu'il vivait confortablement, je n'aurais jamais soupçonné qu'il était millionnaire. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur ?» ai-je demandé, la bouche sèche. L'avocat a souri légèrement. « Absolument certaine, Madame Camille. Votre grand-père était un homme très discret sur ses finances, mais très méticuleux. Tout est en ordre. Pendant des semaines, j'ai gardé la nouvelle pour moi. Je ne l'ai pas dit à Michel, mon mari, non seulement parce que notre mariage se détériorait silencieusement depuis des années, mais aussi parce que je n'étais pas prête à partager quelque chose d'aussi monumental avec quelqu'un que je ne considérais plus comme mon partenaire. Je me sentais étrangement protectrice envers cet argent. C'était comme si mon grand-père avait tendu la main à travers le temps pour me donner les moyens de me libérer enfin. Michel et moi étions mariés depuis près de 10 ans, mais les 3 dernières années avaient été comme vivre avec un étranger. Il était devenu distant, toujours occupé par son travail dans l'entreprise de BTP de sa famille, rentrant tard à la maison avec des excuses de moins en moins crédibles. Les dîners en silence étaient devenus notre routine, et cela faisait des mois que nous dormions dos à dos. L'après-midi, je m'asseyais sur le petit balcon de notre appartement dans le quartier Saint-Pierre, contemplant les rues étroites et les façades claires, en pensant à mon grand-père. Je me souvenais de nos promenades le long des quais de la Garonne, de ses histoires sur le Bordeaux d'autrefois, et de la façon dont il m'encourageait toujours à suivre mes rêves. « Ma petite Camille, me disait-il, la vie est trop courte pour la vivre à moitié. » Je comprenais maintenant qu'il me préparait peut-être aussi pour ce moment. L'argent était arrivé au moment le plus étrange de ma vie. À 37 ans, je me sentais à la croisée des chemins. Mon travail de traductrice freelance me plaisait, mais ne me comblait pas entièrement. Mon mariage était en ruine, et je n'avais pas d'enfant. Un projet que Michel avait toujours repoussé avec des excuses du type « ce n'est pas encore le bon moment ». Peut-être que ça ne le serait jamais avec lui. Parfois, quand Michel n'était pas là, je sortais les documents de la banque et les relisais, comme pour confirmer que tout était réel. J'avais ouvert un compte séparé, où j'avais déposé l'argent, et chaque fois que je voyais le relevé, je ressentais un mélange de vertige et de possibilités. Je pourrais faire tant de choses. Voyager, étudier, acheter une maison au Cap Ferret, soutenir des causes qui me tenaient à cœur. Je pourrais, pour la première fois depuis longtemps, prendre mes propres décisions sans avoir à consulter personne. Mon amie Lucie, la seule personne à qui j'en avais parlé, m'a suggéré de consulter un conseiller financier. « Camille, cet argent peut assurer ton avenir si tu le gères bien », m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous prenions un café sur une terrasse de la place du Parlement. Lucie travaillait dans une banque et avait toujours été douée avec les chiffres. Ne laisse personne te pousser à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je savais qu'elle avait raison, mais je n'étais pas encore prête. Il y avait quelque chose dans le fait de garder ce secret qui me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cependant, je ne pouvais ignorer le sentiment d'inquiétude grandissant.
J'avais déjà vu comment la cupidité transformait les gens. Je me disais que j'imaginais des choses, que peut-être Michel me surprendrait en étant compréhensif. Mais au fond de moi, je savais déjà que cet héritage allait exposer tout ce que j'avais essayé de nier sur mon mariage et sur sa famille. La mère de Michel, Béatrice, avait toujours été une femme autoritaire et manipulatrice. Depuis le jour de notre mariage, elle avait clairement fait savoir que son fils serait toujours le sien d'abord, et le mien ensuite. Elle s'ingérait dans nos décisions, critiquait subtilement ma façon de m'habiller, de cuisiner, de tenir la maison. Michel ne me défendait jamais, prétextant toujours « Maman est comme ça, tu la connais ». Et maintenant, avec l'argent en jeu, je craignais ce que Béatrice pourrait faire. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes de mon petit potager urbain sur la terrasse, le téléphone a sonné. C'était Béatrice. Sa voix était étrangement douce quand elle m'a demandé si elle pouvait passer me voir le lendemain. Elle disait vouloir m'apporter des fleurs de son jardin. J'ai accepté avec une boule à l'estomac, pressentant que d'une manière ou d'une autre, elle savait déjà quelque chose. Michel le lui avait-il dit ? Ou les nouvelles d'argent voyagent-elles plus vite que le vent dans cette ville ? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. En regardant le plafond de notre chambre, avec la respiration régulière de Michel à côté de moi, je me suis demandé si j'aurais la force d'affronter ce qui allait arriver. L'argent n'avait pas apporté le bonheur que beaucoup imaginent, mais une clarté douloureuse sur ma vie et les gens qui m'entouraient. Et quelque chose me disait que j'allais bientôt avoir besoin de toute ma force. C'était un après-midi étouffant de juillet, quand Béatrice se présenta chez moi sans prévenir, sous prétexte de m'apporter des fleurs fraîches de son jardin. La chaleur bordelaise s'infiltrait par les fenêtres grandes ouvertes, et même le vieux ventilateur de plafond ne parvenait pas à l'atténuer. Béatrice apparut sur le seuil avec un bouquet de bougainvilliers et d'œillets, impeccablement vêtue comme toujours, avec son ensemble en lin beige et son collier de perles, comme si elle allait prendre l'apéritif au yacht club, plutôt que de rendre visite à sa belle-fille un jour ordinaire. « Camille, ma chérie !» s'exclama-t-elle de ce ton mielleux qu'elle réservait pour quand elle voulait quelque chose. Elle me fit 2 bises en l'air, laissant un sillage de parfum Chalimard qui était suffocant dans la chaleur de l'après-midi. Elle posa les fleurs sur la table de la cuisine, avec un soin exagéré, ses yeux scrutant par-dessus mon épaule, comme si elle cherchait des preuves de ma nouvelle richesse. Je préparai du café, bien qu'avec cette chaleur, une boisson chaude était la dernière chose dont on avait envie. Mais Béatrice insistait toujours sur ses rituels. Un café après le déjeuner, c'est sacré, Camille, avait-elle l'habitude de me dire, comme si moi, qui avais grandi dans un village près de Libourne, je ne savais rien des bonnes manières. Quel appartement accueillant vous avez ? Commenta-t-elle, passant un doigt sur l'étagère comme pour vérifier la poussière. Bien que j'aie toujours pensé qu'il vous faudrait quelque chose de plus grand, maintenant que Michel monte en grade dans l'entreprise. J'essayais de garder une voix calme pendant que nous échangions des banalités, mais mon cœur battait d'appréhension. Nous parlâmes de la chaleur, de la voisine du 5e qui s'était séparée, la pauvre à son âge, et de la nouvelle pâtisserie qui avait ouvert au coin de la rue. Après quelques silences gênants, Béatrice posa sa tasse de café sur la soucoupe avec un tintement qui résonna dans la petite cuisine. « Camille » commença-t-elle, joignant ses mains soignées sur ses genoux et se penchant en avant, « j'ai appris que tu as reçu un héritage important. » Mon estomac se noua immédiatement. C'était donc ça. Quelqu'un lui avait parlé de l'argent. Était-ce Michel ? Ou peut-être que Maître Dubois était ami avec une connaissance de Béatrice. Bordeaux ressemblait parfois à un grand village où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mon grand-père m'a laissé quelque chose. Oui, répondis-je avec prudence, sans entrer dans les détails. Béatrice esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ne sois pas modeste, ma chérie. J'ai entendu dire que c'était une somme substantielle. Elle but une gorgée de son café, me regardant par-dessus le bord de la tasse. Tu dois être très heureuse. Je suis reconnaissante, dis-je simplement. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de savoir exactement combien j'avais hérité. Eh bien, continua-t-elle, posant la tasse sur la table et ajustant son collier de perles, en réalité, je suis venue parce que je voulais te parler de quelque chose d'important. Voilà, la vraie raison de sa visite. Je me préparais mentalement à la suite. J'ai toujours rêvé d'avoir une voiture digne de ce nom, commença-t-elle, utilisant ce ton sucré qu'elle réservait au moment où elle voulait quelque chose. Tu sais que ma Mercedes a presque 10 ans, et dernièrement, elle me cause des problèmes. Ce n'est pas sûr pour une femme de mon âge.
Sa Mercedes fonctionnait parfaitement et n'avait que 7 ans, pas 10. Mais je ne l'interrompis pas. J'ai vu un Range Rover magnifique, couleur champagne, continua-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. C'est exactement ce qu'il me faut pour aller à la campagne le week-end et pour emmener mes amis du club de bridge. Mon esprit vola instantanément vers ces amis du club de bridge, toutes veuves ou divorcées fortunées qui passèrent leurs après-midi à critiquer tout le monde en buvant du vermouth. L'idée de Béatrice se pavanant devant elle avec une voiture neuve achetée avec mon argent me retourna l'estomac. Le concessionnaire m'a dit qu'il coûtait environ 90 000 €, mais avec toutes les options que je veux, on arrive à près de 120 000, dit-elle comme si elle parlait du prix d'un café. Et comme la famille doit se soutenir mutuellement, je pensais que tu pourrais m'aider. Elle n'a pas demandé poliment. Elle a simplement annoncé qu'elle prendrait un crédit de 120 000 € et qu'elle s'attendait à ce que je le rembourse, puisque la famille se soutient. L'arrogance dans sa voix me fit frissonner. Pendant un instant, je me sentis nauséeuse, réalisant que ma pire crainte était devenue réalité. L'argent m'avait transformée en un simple portefeuille à ses yeux. « Béatrice, commençai-je, en essayant de garder mon calme. Je comprends que tu veuilles une nouvelle voiture, mais... ce n'est pas seulement la voiture, m'interrompit-elle, comme si elle avait déjà anticipé ma résistance. Je pensais aussi faire des rénovations dans la maison du Cap Ferret. Rien d'extravagant, juste moderniser un peu la cuisine et les salles de bain. Ce sera encore 80 000 ou quelque chose comme ça. Je restais sans voix. Non seulement elle voulait une voiture de luxe, mais aussi une rénovation complète de sa maison, une propriété qui valait déjà une fortune, et qu'elle n'utilisait que quelques semaines par an. « Ne crois-tu pas que ce sont des dépenses très élevées ?» demandai-je finalement, essayant que ma voix ne trahisse pas mon indignation. Béatrice agita la main avec dédain. « Camille, s'il te plaît, ne sois pas avare. Je sais parfaitement que tu as hérité de millions. Pour toi, c'est une goutte d'eau. » La façon dont elle prononça « une goutte d'eau » fit bouillir mon sang, comme si mon héritage, le legs de mon grand-père qui avait travaillé toute sa vie, était quelque chose de trivial que l'on pouvait distribuer comme des bonbons. De plus, continua-t-elle, se penchant vers moi avec un sourire conspirateur, Michel m'a dit que vous pensiez acheter une maison plus grande. Si tu m'aides avec ça, je pourrais convaincre son père de vous donner un terrain que nous avons au Bouscat. Ce serait parfait pour construire. Donc, Michel faisait aussi des plans avec mon argent. Cela ne me surprenait pas, mais la confirmation était tout de même douloureuse. Je me demandais ce qu'il savait exactement. Maître Dubois le lui avait-il dit ? Ou peut-être quelqu'un de la banque. L'idée qu'il discutait de mon héritage dans mon dos me rendait malade. Je dois y réfléchir, répondis-je finalement, sachant que c'était la seule façon de faire partir Béatrice sans esclandre. Elle fronça légèrement les sourcils, clairement mécontente de ma réponse. Elle s'attendait à un oui immédiat, à un chèque signé sur le champ. Il n'y a pas grand-chose à penser, ma chérie. C'est une opportunité pour tout le monde. Michel est d'accord. Tu as parlé de ça avec Michel ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Bien sûr, répondit-elle naturellement. C'est mon fils. Nous nous disons tout. À cet instant, un calme étrange m'envahit, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette femme, qui ne m'avait jamais respectée, qui m'avait toujours traitée comme une intruse dans sa famille, venait maintenant exiger de l'argent comme si c'était son droit. Et mon mari, qui aurait dû être de mon côté, conspirait avec elle dans mon dos. « Je te donnerai une réponse bientôt », dis-je en me levant pour indiquer que la visite était terminée. Béatrice parut surprise de ma réaction. Elle s'attendait à ce que je cède, comme je l'avais toujours fait auparavant. Elle se leva lentement, lissant sa jupe avec des mouvements étudiés. « Ne tarde pas trop à te décider », dit-elle d'un ton qui se voulait décontracté, mais qui sonnait comme une menace. « Le concessionnaire ne me gardera la voiture qu'une semaine. » Je la raccompagnai jusqu'à la porte, en gardant un sourire tendu. Quand elle fut enfin partie, je fermai la porte et m'appuyai contre elle, sentant mes jambes trembler. L'audace, le culot de cette femme était incroyable. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'était de réaliser depuis combien de temps j'avais permis qu'on me manipule, qu'on me fasse me sentir petite. Cette nuit-là, assise seule dans le salon, regardant dans l'obscurité, je pris une décision. Je ne pouvais plus continuer à vivre ce mensonge. Il était temps que Béatrice, et aussi Michel, sachent la vérité. Toute la vérité. Y compris le secret que je gardais depuis 7 mois. Un secret trop lourd pour que je le porte seule plus longtemps.
Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le salon de notre appartement, les lumières éteintes, observant les ombres de la rue dessiner des motifs sur le mur. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement, déplaçant l'air chaud d'un côté à l'autre sans vraiment le rafraîchir. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé de sauver mon mariage, à toutes les nuits où j'avais attendu que Michel rentre, pour ne trouver que des excuses et une épaule froide. Les souvenirs s'empilaient, comme les pièces d'un puzzle, qui, enfin, commençaient à prendre forme. Les appels qu'il interrompait quand j'entrais dans la pièce. Les voyages d'affaires qui se prolongeaient, mystérieusement. Les soirs où il rentrait avec une odeur de parfum qui n'était pas le mien. De petites fissures qui s'étaient élargies jusqu'à former un abîme entre nous. Il y a près d'1 an, j'avais découvert l'autre famille que Michel cachait. Une femme à Andernos-les-Bains, une ville côtière à moins d'1 heure de Bordeaux, et une petite fille de 3 ans qu'il appelait « mon petit ange ». La révélation n'était pas venue d'une grande confrontation dramatique, mais d'un murmure, d'une erreur fortuite. Un jour, en ramassant ses vêtements pour les porter au pressing, j'ai trouvé un reçu d'un magasin de jouets d'Andernos, un cheval de bois très cher, avec une dédicace écrite par la vendeuse. Pour Lucie, avec tout l'amour de papa. Lucie, un nom que Michel n'avait jamais mentionné. L'enquête qui a suivi fut douloureuse mais nécessaire. J'ai engagé un détective privé qui m'a confirmé ce que mon cœur savait déjà. Michel avait une autre vie, un autre foyer, avec une femme nommée Rachel et une fille qui était son portrait craché. Les photos que le détective m'a montrées étaient comme des coups de poignard. Michel poussant une balançoire dans un parc, tenant la fillette dans ses bras en achetant des glaces, embrassant Rachel sur le pas d'une petite maison à 2 étages avec des bougainvilliers grimpant sur la façade. Ils sont ensemble depuis environ 5 ans, m'avait dit le détective, un homme plus âgé aux yeux compatissants qui semblait avoir vu trop de trahison. Ils ont une routine établie. Il y va les mardis et jeudis après le travail. Et certains week-ends, il dit qu'il est en voyage d'affaires. Je me souvenais de l'engourdissement de mes mains en signant les papiers du divorce il y a 7 mois, jurant de reconstruire ma vie en silence. L'avocate m'avait demandé si je voulais demander une prestation compensatoire, si je voulais me battre pour la moitié des biens. Je lui ai dit non. Je ne voulais rien qui me lie à Michel, rien qui m'oblige à garder le contact avec lui. Je voulais juste en finir avec cette farce le plus vite possible. Le plus étrange, c'est qu'après avoir signé les papiers, Michel continuait d'agir comme si rien n'avait changé. Il continuait de venir à la maison certains jours, dormant occasionnellement sur le canapé sous prétexte qu'il avait trop bu pour conduire ou qu'il avait fini tard une réunion. Je le permettais, en partie parce que je n'avais pas la force de l'affronter, en partie parce qu'une petite partie de moi ne pouvait toujours pas croire que nos 10 ans ensemble s'étaient réduits à cela. 2 étrangers, partageant sporadiquement un espace qui n'était plus un foyer. Je n'avais rien dit à Béatrice parce que je ne lui devais aucune explication, et d'une manière tordue, je voulais protéger ma propre dignité. Elle m'avait toujours considérée comme peu de choses pour son fils, l'héritier de l'entreprise familiale, l'enfant gâté qui pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. Affronter son regard triomphant, c'est « je te l'avais bien dit » était plus que ce que je pouvais supporter alors. Mais maintenant, alors que Béatrice complotait pour utiliser mon héritage pour ses ambitions égoïstes, j'ai réalisé à quel point j'étais épuisée de porter ce secret seule, de continuer à jouer le jeu des apparences que Michel avait créé, d'être l'épouse compréhensive qui ne posait pas de questions, qui ne causait pas de problèmes. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale qui avait appartenu à ma grand-mère. Michel ne viendrait pas ce soir. Il n'était pas apparu depuis des jours. Il était probablement avec elle, avec sa vraie famille, célébrant un anniversaire ou un anniversaire que j'ignorais. Je me demandais si Rachel connaissait mon existence ou si elle aussi vivait dans l'ignorance, croyant être la seule. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. Au fond du placard, caché dans une boîte à chaussures, je gardais le dossier avec les papiers du divorce et les photos que le détective m'avait remises. Je les ai sorties et les ai posées sur la table de la salle à manger, où la lumière du lampadaire de la rue les éclairait faiblement. Il était temps qu'elle cesse d'être un secret. Je savais que je ne pouvais pas laisser Béatrice croire qu'elle avait le moindre droit sur moi ou sur mon héritage. Soudain, une clarté m'envahit, aussi froide et ferme qu'une lame d'acier. J'en avais assez de faire semblant, assez de tolérer les mensonges. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Béatrice. Demain à 11h chez moi.
Nous devons parler de ta demande. » Sa réponse est arrivée presque immédiatement. « Parfait, ma chérie. J'apporterai les catalogues du concessionnaire. » Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je repassais mentalement ce que j'allais dire, comment j'allais gérer la situation. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais ni peur ni doute. Seulement une détermination tranquille, comme si j'avais enfin trouvé le chemin à suivre. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai pris une longue douche et je me suis habillée avec soin. Une robe simple mais élégante, le collier en argent que mon grand-père m'avait offert pour mes 30 ans, un peu de maquillage. Ce n'était pas de la vanité, c'était une armure. Je voulais me sentir forte quand j'affronterais Béatrice. J'ai préparé du café et disposé quelques gâteaux sur une assiette. L'hospitalité était une habitude difficile à perdre, même lorsque l'invité ne la méritait pas. Les papiers du divorce étaient dans une enveloppe sur la table, à côté de quelques-unes des photos les plus révélatrices. Je ne voulais pas être cruelle, mais il fallait que Béatrice comprenne la réalité une bonne fois pour toutes. À 11 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lissé ma robe avec mes mains et je suis allée ouvrir. Béatrice était radieuse, dans un ensemble jupe et veste de couleur corail, les cheveux fraîchement coiffés, les lèvres peintes assorties à ses vêtements. Elle semblait prête pour une célébration. « Bonjour ma chérie », dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues avant d'entrer. Elle portait une petite mallette qui, je suppose, contenait les catalogues mentionnés. « Il fait un temps magnifique, n'est-ce pas ?»« Oui, très beau », répondis-je, la conduisant au salon. « Un café ? » ?»« Bien sûr », sourit-elle, s'asseyant sur le canapé et ouvrant sa mallette. J'ai apporté toutes les informations sur le Range Rover. Ils en ont un chez le concessionnaire qui est exactement comme je le veux. Si nous signons aujourd'hui, je pourrai l'avoir la semaine prochaine. Je lui ai servi son café et me suis assise en face d'elle, l'observant tandis qu'elle déployait des brochures brillantes sur la table, couvrant partiellement l'enveloppe contenant les papiers du divorce. Elle parlait avec animation des caractéristiques du véhicule, des finitions en bois, des sièges en cuir, du toit panoramique. « Et regarde cette couleur », disait-elle, en montrant une photo du SUV dans un ton champagne métallisé. « Ça s'appelle « Sable du Sahara ». N'est-ce pas élégant ? Je serai la coqueluche du club. » Je la laissai parler, sirotant mon café lentement. Il y avait quelque chose de presque hypnotique dans son enthousiasme, dans la façon dont elle tenait pour acquis que je financerais ses caprices. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Elle vivait dans un monde où les apparences étaient tout, où la valeur d'une personne se mesurait à la marque de sa voiture ou au prix de son sac à main. « Béatrice », dis-je enfin quand elle fit une pause pour respirer. « Avant de continuer, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle me regarda, toujours souriante, complètement inconsciente de ce qui allait suivre. J'ai écarté les catalogues et posé l'enveloppe au centre de la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, son sourire vacillant légèrement. « Ouvre-la, s'il te plaît, » dis-je calmement. Béatrice prit l'enveloppe avec curiosité, ses ongles parfaitement manucurés rompant le sceau. Pendant une seconde, elle ne parut pas comprendre ce qu'elle voyait. Son index traça le sceau officiel du tribunal, et son sourire commença à s'effacer. « Ton fils vit avec une autre famille, » dis-je tranquillement. « Il a déménagé il y a presque 8 mois. Et j'ai divorcé de lui il y a 7 mois. » Les mots tombèrent entre nous comme un coup de tonnerre. Son visage blêmit, et les catalogues glissèrent de ses mains. Je vis ses lèvres trembler alors que la réalité de sa situation s'imposait. Le silence qui suivit mes paroles semblait avoir son propre poids. Béatrice tournait les pages du document de divorce avec des doigts tremblants. Son visage passant du rose sein de son fard à joue à un pâle presque grisâtre. Pendant un instant, j'ai craint qu'elle ne s'évanouisse là, sur mon canapé. Ça doit être une erreur, balbutia-t-elle finalement, laissant tomber les papiers sur la table. Ses yeux, normalement vifs et assurés, semblaient maintenant perdus. Michel ne m'a rien dit de tout ça. Ce n'est pas une erreur, Béatrice, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Michel et moi sommes légalement divorcés depuis 7 mois. Elle secouait la tête, comme si elle pouvait effacer la réalité par ce simple geste. Impossible. Mon fils me l'aurait dit. On se dit tout. J'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Car dans ce moment de vulnérabilité, je pouvais voir la femme derrière la façade. Quelqu'un qui avait bâti son identité autour d'une image parfaite de sa famille.
une image qui s'effondrait maintenant sous ses yeux. « Il y a plus », dis-je doucement, en faisant glisser les photographies vers elle. Béatrice les regarda avec confusion au début, sans comprendre ce qu'elle voyait. Puis, la reconnaissance illumina son visage, suivie d'une pâleur encore plus grande. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle, bien qu'à son ton je sus qu'elle avait déjà deviné la réponse. « Et cette petite fille ?»« Elle s'appelle Rachel, » expliquai-je. « Elle vit à Andernos. La petite, c'est Lucie. Elle a presque 4 ans maintenant. C'est ta petite fille. » Béatrice leva les yeux des photographies, ses yeux brillants de larmes non versées. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait complètement désarmée. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Michel ne ferait pas une chose pareille. Pas à moi. » C'était fascinant de voir que, même à ce moment-là, sa principale préoccupation était la façon dont cela l'affectait elle, et non la douleur que son fils m'avait causée. « Il l'a fait, » répondis-je simplement. « Il mène une double vie depuis des années. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle, une touche de son ton accusateur habituel revenant dans sa voix, comme si j'étais la coupable de lui avoir caché l'information, et non Michel d'avoir créé toute cette situation. Je ne te devais aucune explication, Béatrice. C'était mon mariage, mon divorce, ma décision. Mais nous sommes de la famille, protesta-t-elle. Non, nous ne le sommes plus. Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais prévu, mais ils étaient vrais. Le divorce est finalisé, il n'y a plus de liens légaux entre nous. Béatrice porta une main tremblante à son collier de perles, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. Je la vis essayer de se ressaisir, cherchant un moyen de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait complètement. « Il doit y avoir un malentendu », dit-elle en se redressant. « Je parlerai à Michel. Il a sûrement une explication pour tout ça. Tu peux lui parler, bien sûr, mais les faits sont là. Je désignais les documents. Il n'y a aucun malentendu possible. Les signatures sont là, les sceaux du tribunal, tout. » Béatrice tourna la page jusqu'à la signature de Michel, la traçant du doigt comme si elle cherchait une preuve de falsification. Sa respiration était devenue superficielle, et je remarquai qu'elle avait du mal à garder son sang-froid. « Pourquoi continue-t-il à venir ici alors ?» demanda-t-elle soudainement. Je l'ai vue sortir de cet immeuble plusieurs fois ces derniers mois. Elle m'avait donc surveillée, elle aussi. Cela ne me surprenait pas. Béatrice avait toujours été une femme qui avait besoin de tout savoir, de tout contrôler. Il vient de temps en temps chercher des affaires qu'il a laissées, ou quand ça l'arrange, répondis-je, omettant les détails plus humiliants de la façon dont j'avais permis qu'il continue à utiliser l'appartement comme un hôtel occasionnel. Mais ça aussi, c'est fini. Je change les serrures aujourd'hui même. Béatrice se leva brusquement, chancelant légèrement. Elle ramassa son sac à main et commença à y fourrer précipitamment les catalogues de voitures, les froissant au passage. Ses mouvements étaient brusques, presque frénétiques. « Ça ne peut pas arriver », marmonnait-elle, plus pour elle-même que pour moi. Pas à nous. Nous, les Durand, on ne fait pas ce genre de choses. On ne divorce pas, on n'a pas d'enfants hors mariage. La famille Durand, toujours si soucieuse des apparences, de ce que diraient les autres. Michel avait grandi en entendant constamment comment les gens de sa position devaient se comporter. L'ironie, c'est qu'au final, il s'était avéré être le pire de tous. « Béatrice, » dis-je en me levant aussi, « je sais que c'est un choc pour toi, mais c'est la réalité, et il fallait que tu le saches avant de continuer à faire des plans avec mon argent. » Elle s'arrêta net, son visage se contractant en une grimace qui mêlait surprise et honte. Pendant un instant, elle avait complètement oublié la raison initiale de sa visite. Le Range Rover, la rénovation de la maison de vacances. « Il ne s'agit pas d'argent, » dit-elle faiblement, bien que nous sachions toutes les deux que c'était un mensonge. « Bien sûr qu'il s'agit d'argent, » répondis-je fermement. « Tu es venu ici avec l'intention de me demander 200 000 € pour tes caprices, sans même demander poliment, en supposant que tu avais une sorte de droit sur mon héritage. Un héritage de mon grand-père, qui n'a rien à voir avec toi, ni avec Michel. » Béatrice pinça les lèvres, son expression oscillant entre l'indignation et le désespoir. « Ne sois pas cruelle, Camille. Je suis en train de digérer ça. » Elle agita une main vers les documents sur la table. « Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'honnêteté, » dis-je. Quelque chose qui a manqué trop longtemps dans cette famille. Un autre silence s'installa, celui-ci plus tendu que le précédent.
Béatrice était restée immobile, sa mallette ouverte à la main, les brochures brillantes du Range Rover dépassant comme une cruelle ironie du sort. « Est-ce qu'il le sait ?» demanda-t-elle finalement. « Est-ce qu'il sait pour ton héritage ?»« Je ne sais pas, » répondis-je sincèrement. « Peut-être. C'est peut-être pour ça que tu es venu aujourd'hui, parce qu'il te l'a dit, ou peut-être que tu l'as appris par un autre biais. Bordeaux est une petite ville pour les grands secrets. » Béatrice referma la mallette d'un claquement sec et la serra contre sa poitrine, comme un bouclier. « J'ai besoin de parler à mon fils, » déclara-t-elle, retrouvant un peu de son ton autoritaire habituel. « Ça ne peut pas en rester là. Fais ce que tu juges nécessaire, » répondis-je, me dirigeant vers la porte pour lui indiquer que la conversation était terminée. « Mais je veux que tu saches bien que, divorcée ou non, je n'ai aucune obligation de financer tes luxes. Mon argent est à moi, et seulement à moi. » Béatrice s'avança vers la porte d'un pas raide, le dos très droit, comme si elle craignait que la moindre flexion ne la fasse s'effondrer. Quand elle arriva à ma hauteur, elle s'arrêta. « J'ai toujours su que tu n'étais pas assez bien pour lui, » dit-elle à voix basse. Une dernière tentative de reprendre un peu de pouvoir dans une situation où elle l'avait entièrement perdu. Au lieu de me blesser, ces mots me firent sourire tristement. « Et moi, j'ai toujours su qu'il n'était pas assez bien pour moi, » répondis-je. J'ai juste mis trop de temps à l'accepter. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surprise par ma réponse. Pendant toutes les années de notre mariage, j'avais accepté ses petites piques, ses commentaires acerbes, ses insinuations constantes, que je devrais être reconnaissante que Michel m'ait remarqué, moi, la fille de province sans pédigré. « Au revoir, Béatrice », dis-je en ouvrant la porte. « Je te souhaite le meilleur, sincèrement. Mais nos chemins se séparent ici. » Elle sortit sans un mot de plus, son parfum restant comme un rappel de sa présence, même après que ses pas se soient perdus dans l'escalier. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, sentant la tension quitter lentement mon corps, me laissant épuisée mais étrangement légère. C'était fini. J'avais enfin affronté non seulement Béatrice, mais aussi la vérité sur ma situation, la réalité de mon mariage raté. Et malgré la douleur et l'inconfort, je me sentais plus forte que jamais, plus maîtresse de mon destin qu'à aucun autre moment de ma vie d'adulte. Le téléphone vibra dans ma poche, me surprenant. C'était un message de Michel. « Maman vient de m'appeler, hystérique. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je l'ai mis en sourdine sans répondre. Cette conversation pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais besoin d'un moment pour moi, pour assimiler ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour mon avenir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour que Michel apparaisse. À peine 2 heures après la visite de Béatrice, la sonnette retentit avec insistance. Je savais que c'était lui avant même de regarder par le Judas. Seul Michel sonnait ainsi, comme si le monde entier devait s'arrêter pour lui répondre. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. Cela faisait des mois que j'évitais cette confrontation, laissant la situation s'éterniser dans une sorte de limbe où nous n'étions ni mari et femme, ni de parfaits étrangers. Il était temps de mettre fin à cette ambiguïté. Quand j'ai ouvert la porte, Michel est entré comme une tornade, sans attendre d'invitation. Il portait le costume bleu marine qu'il utilisait pour les réunions importantes, la cravate légèrement desserrée, les cheveux en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. « On peut savoir ce que tu as dit à ma mère ?» exigea-t-il, se plantant au milieu du salon. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à s'arrêter sur les papiers du divorce, toujours sur la table. « Pourquoi as-tu dû tout lui raconter ?»« Bonjour à toi aussi, Michel, » répondis-je calmement, en fermant la porte. « Ta mère est venue me demander de l'argent. Elle pensait avoir droit à mon héritage parce qu'elle est ta mère. Tu aurais pu simplement lui dire non, » répliqua-t-il, desserrant encore plus sa cravate d'un geste nerveux. Il n'était pas nécessaire de lui montrer ça. Il désigna les documents avec dédain, comme si c'était quelque chose de sale, de honteux. « Tu parles de notre divorce ? Ou des photos de ton autre famille ?» demandai-je, en gardant ma voix délibérément calme. « Parce que les deux sont des réalités, Michel, des réalités que tu as créées. » Il se laissa tomber sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Pendant un instant, il parut presque vulnérable, presque humain, mais je connaissais trop bien ses tactiques. Michel avait toujours été un maître manipulateur, capable de jouer n'importe quel rôle qu'il arrangeait sur le moment. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Ma mère est âgée. Elle a des problèmes cardiaques. Ce genre de contrariété peut l'affecter sérieusement.
Et c'est la faute à qui ? Répliquai-je. À moi pour avoir dit la vérité, ou à toi pour avoir vécu dans le mensonge pendant des années ? Il leva les yeux, ses yeux sombres brillant d'un mélange de colère et de quelque chose qui aurait pu être de la honte si Michel était capable d'en ressentir. « Les choses ne sont pas si simples, dit-il, adoptant ce ton condescendant qui m'irritait tant. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'ai toujours vécu, les attentes de mes parents, de l'entreprise, et ça justifie de me tromper pendant des années, d'avoir une fille avec une autre femme alors que tu étais mariée avec moi ?» Ma voix s'éleva légèrement, l'indignation brisant ma façade de calme. « Sais-tu combien de fois tu m'as dit que ce n'était pas le moment d'avoir des enfants, que nous devions attendre, et pendant tout ce temps, ta fille grandissait dans une autre maison. » Michel eut la décence de détourner le regard. « Rachel est tombée enceinte par accident. Ce n'était pas prévu. Et les 5 ans que tu as passés avec elle, c'était aussi un accident ?» Je secouai la tête, écœurée par ses excuses. « Tu aurais pu me quitter à ce moment-là, Michel. Tu aurais pu être honnête. Je ne voulais pas te faire de mal, » dit-il, une réponse si pathétique et prévisible qu'elle me fit presque rire. « Non, tu ne voulais pas renoncer au confort, » corrigeai-je. « Tu voulais ta maison parfaite à Bordeaux pour garder les apparences devant ta famille et tes clients, et ton petit nid d'amour à Andernos pour les week-ends. Tu voulais tout, sans assumer les conséquences de tes décisions. » Il se leva de nouveau, arpentant nerveusement la pièce. « Écoute, ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé. Mais maintenant, avec ton héritage, on pourrait recommencer à zéro. Ensemble. » Je restai sans voix un instant, véritablement surprise par son culot. « Pardon ? Pense-y, Camille, » continua-t-il, s'approchant de moi avec ce sourire qui, autrefois, m'avait fait fondre. « Avec cet argent, on pourrait acheter une meilleure maison, voyager, s'offrir la vie qu'on a toujours voulu. On pourrait même essayer d'avoir un enfant. » L'audace me laissa momentanément sans souffle. Non seulement il essayait de me manipuler pour que je revienne avec lui, mais il le faisait sans même mentionner son autre famille, sa fille qui existait déjà. « Et Rachel ? Et Lucie ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Michel agita la main avec dédain. « C'est fini. Je leur laisserai assez d'argent pour qu'elles s'en sortent, bien sûr. J'ai des responsabilités envers la petite. » « Donc tu les abandonnerais pour moi ? Ou plutôt, pour mon argent ?» dis-je lentement, en mesurant l'ampleur de son égoïsme. « Tu me crois vraiment si stupide ? Ce n'est pas pour l'argent, » protesta-t-il, bien que ses yeux trahissent le contraire. « C'est que je me suis rendu compte que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Je dus retenir un rire amer. Comme c'est pratique que tu t'en sois rendu compte juste après avoir appris pour mon héritage. Michel essaya de prendre mes mains, mais je fis un pas en arrière. « Camille, s'il te plaît, on fait tous des erreurs. J'en ai fait beaucoup, je le reconnais, mais on peut surmonter ça, ensemble. » Je le regardais vraiment, et je vis pour la première fois avec une clarté totale l'homme avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie. Le garçon beau et charismatique dont j'étais tombée amoureuse était devenu un homme vide, mu uniquement par l'ambition et l'égoïsme. Ou peut-être avait-il toujours été comme ça, et je n'avais tout simplement pas voulu le voir. « Nous sommes divorcés, Michel, » dis-je fermement. « Et même si nous ne l'étions pas, je ne reviendrai jamais avec toi. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime probablement plus depuis des années. J'ai juste eu du mal à le reconnaître. » Son visage se durcit, le masque du repentir disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. « C'est à cause de l'argent, n'est-ce pas ? Maintenant que tu es riche, tu te crois trop bien pour moi. » « Non, Michel. C'est par respect pour moi-même. Quelque chose que j'aurais dû apprendre bien plus tôt. » Il fit un pas en arrière, son expression se transformant en une grimace de mépris. « Tu as toujours été une naïve, Camille. Tu crois que tu vas être heureuse seule ? Qu'un autre homme va t'aimer comme moi ? Je préfère être seule que mal accompagnée, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Et si je trouve quelqu'un d'autre, ce sera parce qu'il m'apprécie pour moi, pas pour mon compte en banque. » Michel ramassa sa veste, qu'il avait laissée sur le dossier du canapé. « Tu le regretteras, » dit-il, son ton à mi-chemin entre une menace et une prédiction. « Quand l'argent sera parti, ou quand tu te rendras compte que personne d'autre ne te supporte, tu m'appelleras. »« N'y compte pas, » répondis-je, en me dirigeant vers la porte et en l'ouvrant toute grande. « Ah, et au fait, j'ai changé les serrures. Tes clés ne fonctionnent plus. »
S'il te reste quelque chose ici, dis-le-moi, et je te l'enverrai au bureau. » Il s'arrêta sur le seuil, les yeux plissés de rage contenue. Pendant un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus, mais il sortit finalement sans ajouter un mot. Je fermai la porte derrière lui et mis le verrou, un acte symbolique qui marquait la fin définitive de cette étape de ma vie. Je restai immobile quelques secondes, m'attendant à ressentir de la tristesse, de la douleur, n'importe quel résidu de l'amour que j'avais autrefois ressenti pour lui. Mais tout ce que je ressentais était un profond soulagement, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Le téléphone sonna dans ma poche. C'était Lucie, mon amie, pas la fille de Michel. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans préambule. « J'ai appelé le serrurier comme tu me l'as demandé. Ils viendront cet après-midi. »« Ça a été intense », répondis-je en me laissant tomber sur le canapé. « D'abord Béatrice, puis Michel. Mais c'est fait. Et comment tu te sens ?» Je réfléchis un moment avant de répondre. « Libre, dis-je finalement. Je me sens libre. Je suis contente pour toi, dit Lucie. Et je pouvais l'imaginer sourire à l'autre bout du fil. Tu le mérites après tout ce que tu as traversé. Tu veux que je passe ce soir ? On peut commander chez un traiteur chinois et ouvrir une bouteille de vin pour fêter ça. Ça me semble parfait, acceptai-je, reconnaissante d'avoir au moins une personne dans ma vie qui se réjouissait sincèrement pour moi, sans arrière-pensée. Après avoir raccroché, je ramassai les documents du divorce et les photographies de la table. Je n'en avais plus besoin comme preuve pour qui que ce soit. Cette étape était définitivement terminée. Je les rangeai dans le dossier et le remis dans sa cachette dans le placard. Un jour, peut-être, je pourrais m'en débarrasser complètement, mais pour l'instant, il servait de rappel de ce que je ne permettrais plus jamais dans ma vie. Je regardais autour de l'appartement, voyant pour la première fois depuis longtemps des possibilités, au lieu de souvenirs douloureux. Cet endroit que j'avais partagé avec Michel pourrait se transformer, tout comme j'étais en train de me transformer. Ou peut-être était-il temps de chercher un espace entièrement nouveau, un endroit qui ne serait qu'à moi, sans les fantômes du passé dans chaque recoin. Cet après-midi-là, pendant que le serrurier changeait toutes les serrures, j'ai fait une liste des changements que je voulais mettre en œuvre dans ma vie. Certains étaient pour petits et pratiques. Redécorer le salon, m'inscrire à des cours d'italien, reprendre la peinture que j'avais abandonnée des années auparavant. D'autres étaient de plus significatifs. Consulter un conseiller financier sur la façon d'investir une partie de mon héritage, chercher un travail qui me passionne vraiment, au lieu de continuer à accepter des traductions qui ne me comblaient pas. Peut-être même déménager dans une autre ville. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne me faisait pas peur. C'était une toile blanche, et je tenais le pinceau. Après le départ de Lucie, tard dans la nuit, la maison est devenue silencieuse d'une manière qui, pour la première fois, m'a semblé réconfortante plutôt que solitaire. Nous avions fini 2 bouteilles de vin, en planifiant un voyage en Sicile que nous reportions depuis des années pour 1000 excuses. Avec l'ordinateur sur la table de la salle à manger, nous avions réservé des vols et un petit appartement avec vue sur la mer à Taormine. C'était une folie, mais une merveilleuse folie, le genre de décision spontanée que je n'avais pas prise depuis trop longtemps. Je me servis un dernier verre et sortis sur le petit balcon. Bordeaux sommeillait sous un ciel parsemé d'étoiles, les lumières de la ville se fondant à l'horizon avec l'obscurité de l'océan. D'ici, je pouvais voir le miroir d'eau reflétant les façades de la place de la Bourse, une vision magique et scintillante. Au loin, la rumeur du trafic nocturne ressemblait presque au bruit de la mer. J'ai pensé à mon papy François, à la façon dont il m'emmenait enfant à la plage de Lacanau, m'apprenant à identifier les coquillages et les pierres intéressantes sur le sable. « La vie, c'est comme cette plage, ma petite Camille », me disait-il. « Parfois, tu trouves des trésors là où tu t'y attends le moins, et d'autres fois, ce qui semble être un trésor n'est en fait qu'un morceau de verre poli par la mer. » Comme il avait raison. Michel avait été ce morceau de verre, attrayant en surface, mais sans valeur réelle. L'argent de l'héritage reposait en sécurité à la banque, attendant mes décisions. J'avais pris rendez-vous avec un conseiller financier recommandé par Lucie pour la semaine suivante. Je ne voulais pas dilapider l'héritage, mais l'utiliser sagement, d'une manière qui honorerait l'effort de toute une vie de mon grand-père. J'avais déjà quelques idées claires. Une partie irait à un fonds d'urgence et de retraite, une autre pour investir dans une activité qui me passionnait. J'avais toujours rêvé d'ouvrir une petite librairie spécialisée en littérature internationale, un lieu chaleureux
où je pourrais organiser des clubs de lecture et des événements culturels. Peut-être que ce rêve pourrait maintenant devenir réalité. Je voulais aussi faire des dons à des causes qui me tenaient à cœur. Mon grand-père avait été un grand défenseur de l'éducation publique, alors je pensais créer une fondation de bourse pour les étudiants sans ressources dans son nom. C'était une façon de maintenir son héritage vivant, d'étendre sa générosité au-delà de moi. Et bien sûr, quelque chose pour moi. Pas de grand luxe ni d'extravagance, mais des expériences qui enrichiraient ma vie. Voyager, apprendre, connaître d'autres cultures. Les choses que j'avais toujours voulu faire, mais qui avaient été reléguées au second plan pour plaire à Michel ou par simple peur de l'inconnu. Je terminais mon verre de vin et rentrais à l'intérieur. L'appartement, qui avait si longtemps été un espace partagé, puis un lieu de tristesse, commençait à me sembler mien. J'avais enlevé quelques photographies, déplacé des meubles, acheté de nouvelles plantes, de petits changements qui symbolisaient un nouveau départ. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. D'abord, la visite au conseiller financier, un homme d'âge mûr nommé Javier, qui m'expliqua patiemment toutes mes options sans me traiter avec condescendance comme je l'avais craint. « Vous avez des idées très sensées, Madame Camille », me dit-il à la fin de notre réunion. « Beaucoup de personnes dans votre situation commettent l'erreur de dépenser impulsivement ou de faire des investissements trop risqués. Votre approche équilibrée vous servira bien. » Ensuite, j'ai visité plusieurs locaux commerciaux dans le quartier des Chartrons, où je pensais installer ma librairie. Je suis tombée amoureuse d'un espace au coin d'une place tranquille, avec de grandes vitrines et de hauts plafonds. Le loyer était élevé, mais je pouvais me le permettre, et l'emplacement était parfait. J'ai signé un pré-contrat cet après-midi-là, ressentant un mélange de terreur et d'euphorie. C'était la première grande décision que je prenais avec ma nouvelle liberté financière. La nouvelle de mon divorce et de mon héritage se propagea rapidement dans le cercle social que j'avais partagé avec Michel. Certaines personnes cessèrent de m'appeler, mal à l'aise de devoir choisir un camp, ou simplement parce que notre amitié avait été basée sur nos couples. D'autres, étonnamment, se rapprochèrent, comme si ma nouvelle situation m'avait rendue plus intéressante ou accessible. Des gens du passé apparurent également avec des demandes à peine dissimulées, d'anciens camarades d'université qui voulaient prendre un café et finissaient par mentionner nonchalamment leurs problèmes financiers, des cousins éloignés qui ne s'étaient jamais intéressés à moi et se souvenaient maintenant de notre lien de parenté. J'ai appris à dire non avec fermeté, mais sans culpabilité. Une compétence que je n'avais jamais maîtrisée auparavant. Béatrice ne me recontacta pas directement, mais je sus par des connaissances communes qu'elle avait raconté une version très différente de l'histoire. Selon elle, j'avais mis Michel à la porte et refusé d'aider la famille quand ils en avaient besoin. Cela m'était égal. Les opinions de Béatrice ou de son cercle social n'avaient plus de pouvoir sur moi. Un après-midi, alors que je supervisais les premières rénovations de ma future librairie, je reçus un appel inattendu. C'était Rachel, l'autre femme de Michel. Mon premier instinct fut de raccrocher, mais la curiosité l'emporta. « Camille, c'est Rachel, » dit-elle, sa voix tendue mais décidée. « Je sais que c'est étrange, mais j'avais besoin de te parler. »« Comment as-tu eu mon numéro ?» demandai-je, plus surprise que contrariée. Michel avait ton contact dans son téléphone. Je suis désolée si c'est inapproprié, mais je pense que nous méritons de parler, de femme à femme. J'acceptais de la voir dans un café neutre, loin de mon quartier comme du sien. Quand j'arrivais, elle était déjà là. Une femme menue aux cheveux bouclés et aux yeux vifs qui semblait aussi nerveuse que moi. Je fus surprise de voir à quel point elle était jeune, à peine 30 ans. « Merci d'être venue, » dit-elle, alors qu'on nous servait le café. « Je ne savais pas si tu le ferais. »« Moi non plus, » admis-je. « Mais je suppose que nous méritons toutes les deux des réponses. » Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté comment elle avait rencontré Michel lors d'un événement de l'entreprise de construction où elle travaillait comme architecte, comment il lui avait dit qu'il était séparé, qu'il ne gardait les apparences que pour sa famille. Elle l'a cru jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'il refuse de formaliser leur relation. Il y avait toujours une excuse, dit-elle avec amertume. Sa mère était malade. Le moment n'était pas propice pour l'entreprise familiale. Il devait d'abord régler des questions financières. Cela m'était douloureusement familier. Les mêmes excuses, des scénarios différents. « Sais-tu qu'il essaie de revenir avec moi maintenant ?» lui demandai-je, me sentant étrangement proche de cette femme qui aurait dû être mon ennemie. Rachel hocha la tête. « Je m'en doutais.
Depuis que sa mère lui a parlé de ton héritage, il ne parle que de ça. Il m'a même suggéré qu'on pourrait arranger notre situation si tu étais prête à être généreuse. Nous avons toutes les deux ri, un son surprenant mais cathartique. D'une certaine manière, à ce moment-là, nous avons cessé d'être des rivales pour devenir des alliés, unis par l'expérience partagée d'avoir aimé et d'avoir été trahis par le même homme. Quand nous nous sommes quittés, nous avons échangé nos numéros, pas exactement comme des amis, mais comme des femmes qui se respectaient mutuellement. « Prends soin de Lucie », lui dis-je. « C'est la seule victime innocente dans tout ça. Je le ferai, » promit-elle. « Et toi, prends soin de toi. Tu le mérites. » De retour à la maison, en marchant dans les rues de Bordeaux sous la lumière dorée du crépuscule, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'avais bouclé la boucle, affronté mes peurs, et j'en sortais plus forte. L'appartement était calme quand je suis arrivée, mais le silence ne me pesait plus. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer la brise et j'ai mis de la musique, une vieille collection de chansons de Brel que mon grand-père écoutait en lisant dans son fauteuil préféré. J'ai préparé un dîner simple juste pour moi. Du pain frais, du fromage de brebis des Pyrénées, des tomates du jardin et une bonne huile d'olive de Provence. Une nourriture honnête, sans prétention, comme la vie que je voulais construire. Pendant que je dînais, j'ai appelé l'entrepreneur pour confirmer les détails de la rénovation de la librairie. Ensuite, j'ai vérifié les emails de l'agence de voyage concernant notre itinéraire en Sicile. Enfin, j'ai répondu à une invitation pour donner une conférence à l'université sur la traduction littéraire, quelque chose que je n'aurais jamais accepté auparavant par manque de confiance. C'était étrange comme les petites décisions quotidiennes semblaient différentes maintenant. Chaque choix, de ce que je mangeais, à où je voyageais, ou dans quoi j'investissais, était entièrement le mien. Je n'avais pas à consulter, à justifier ou à faire de compromis. C'était une liberté enivrante et parfois écrasante, mais j'apprenais à y naviguer jour après jour. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai sorti une vieille photographie de mon grand-père du tiroir de la table de chevet. Sur celle-ci, Papy François souriait sous un olivier dans son village natal, les rides autour de ses yeux parlant d'une vie de rire et aussi de peine. « Merci », murmurai-je à l'image. Pas seulement pour l'argent, qui n'était après tout que de l'argent, mais pour la leçon la plus précieuse qu'il m'avait laissée, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir le bonheur, pour être fidèle à soi-même. Je me suis endormie la fenêtre entr'ouverte, laissant entrer la rumeur de la ville et le lointain parfum de l'océan. Pour la première fois depuis des années, je ne craignais pas ce que le lendemain apporterait. Quoi que ce soit, je serais prête à le recevoir à bras ouverts, comme une vieille amie en accueillant une autre après une longue absence. Car au final, c'était exactement ce que j'avais retrouvé. Moi-même, la femme qui avait toujours été là, attendant patiemment d'être redécouverte.